on va commencer dans... Voilà. On commence dans 20 secondes. Moi, je suis prêt. Mais oui, dans le titre, tu dis que quoi? Un hommage à toutes les composantes du Cameroun. C'est exactement le thème qui va nous occuper pour cette deuxième partie d'émission dans laquelle nous recevons M. Cabral Libi qui vient nous présenter son ouvrage Le fédéralisme communautaire. Alors, c'est avec qui va conduire cette interview. À vous la parole. Merci Tania. Bonjour Monsieur Cabral Libi. Bonjour monsieur, bonjour à vos auditeurs. Écoute, merci de passer dans nos studios et surtout félicitations pour le livre que vous avez écrit sur le Cameroun. Vous êtes un acteur politique, vous parlez du fédéralisme communautaire. Mais avant toute chose, nos auditeurs ne vous connaissent pas. Je vous laisse en tout cas la parole, le temps de vous présenter. Je sais qu'il y a un bref aperçu de votre parcours politique dans ces livres, mais j'aimerais bien que vous parliez un peu de vous en tant que Monsieur Cabral Libi, qui vous êtes, d'où venez-vous, et après on va attaquer évidemment l'objet de votre livre. Mais écoutez, je suis, comme vous l'avez dit, Cabral Libi, c'est mon nom. Ça peut être plus long, hein, mais contentons-nous de la forme réduite du nom. Je suis né un 29 mars 1980. Donc, ce mois courant-ci, j'aurai mes 42 ans. J'ai une formation multiple. Je suis juriste de formation, disons-le comme ça. J'ai également fait un master de communication politique. Professionnellement, quand je dis juriste de formation, je n'ai pas encore achevé parce que je devrais à juste titre être présenté comme un doctorant puisque je suis en achèvement d'une thèse de doctorat en droit international. Professionnellement, j'ai commencé à l'université comme un cadre administratif, un cadre d'administration universitaire, puis j'ai été recruté comme enseignant moniteur, et puis je suis entré en politique en 2017. J'ai commencé en 2017 par la création d'un mouvement associatif baptisé 11 millions d'inscrits. Après ça a muté, c'est devenu 11 millions de citoyens. Puis, j'ai déposé ma candidature pour l'élection présidentielle de 2018. J'ai été investi par un parti politique qui s'appelle Univers. À l'issue de cette élection présidentielle, donc de 2018, ça commence à faire long, hein, j'avais 38 ans. Et il y avait 9 candidats. J'ai été proclamé, et je pèse mes mots, proclamé 3e de cette élection. Après, qui a connu la victoire de celui qui est là depuis, un peu après ma naissance. Et donc, j'étais 3e sur 9 candidats avec un pourcentage de 6,28%. Et puis, il y a eu les législatives et les municipales en 2020. Mais avant, l'année 2019, j'ai été élu président d'un parti politique qui a été créé depuis 2003 au Cameroun, mais qui n'était jamais allé aux élections. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, c'était en mai 2019. Et puis, quelques temps après, le corps électoral a été convoqué. Nous sommes allés donc à nos premières élections. Pour le parti politique, c'était une première. Et pour nous-mêmes, après l'élection présidentielle, c'était les premières élections locales. À l'issue de ces élections, donc législatives et municipales, puisque c'était couplé, notre parti politique a remporté 7 communes au Cameroun. Enfin, il y en a beaucoup hein, au Cameroun. Je crois qu'on est à un peu plus de 300
360 communes, un peu plus, ou 365, nous en avons remporté que 7. Et au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons remporté 5 sièges sur les 180 que compte le Cameroun, ce qui faisait de nous globalement, c'est aussi bizarre que cela paraisse, comme troisième force politique au Cameroun, parce que le parti au pouvoir, qui remporte généralement l'essentiel des sièges et des communes, est premier. Puis vient un autre parti qui est d'ailleurs allié à celui-là, qui est deuxième avec 7 sièges de députés. Puis nous sommes troisième ex aequo à l'Assemblée nationale avec 5 sièges, ex aequo avec un autre ancien parti politique qui se nomme le SDF, dont vous avez certainement déjà entendu parler. Donc, et depuis ce temps, nous sommes allés à l'Assemblée. J'ai été élu à l'Assemblée comme membre du bureau de l'Assemblée nationale. C'est un bureau qui compte 23 membres, dont un président, 4 vice-présidents, 4 questeurs et puis 12 secrétaires. Je suis dans le 11e secrétaire, donc membre du bureau de l'Assemblée nationale. Donc, voilà, et puis au sein de cette Assemblée nationale, je suis membre de la commission des lois et des droits de l'homme. Donc voilà, globalement, ainsi présenté. Je préfère commencer là en 2017 parce que je pourrais remonter plus tôt. Enfin, mais le parcours un peu des hommes politiques, hein, vous pouvez le connaître, dès 24 ans, en 2004, je suis un peu sorti de l'anonymat au Cameroun comme étant à la tête d'un mouvement estudiantin de 1000 étudiants contre la réélection de l'actuel président. Bon, toutes les péripéties habituelles, un peu de bastonnade, d'arrestation, de blocage, d'intimidation. Bon, c'est le tralala habituel du parcours, enfin, similaire au mien dans les contextes africains. Et puis nous en sommes là aujourd'hui. Et puis après, l'an dernier, donc, en octobre 2021, nous avons publié donc notre projet pour le Cameroun, qui est donc intitulé le fédéralisme communautaire. Les décors est bien planté, et M. Cabral Libby. Pour les auditeurs qui nous écoutent à travers le monde, n'hésitez pas, appelez-nous. Notre standard, c'est le 02 344 58 55. Voilà, donc vous êtes politique, vous êtes député au niveau de l'Assemblée camerounaise. Alors, la couverture de ce magnifique livre, Le fédéralisme communautaire, merci. C'est M. Cabral Libby. Magnifique sur la forme ou le fond, j'en sais rien. Ben, je vois, vous êtes, je ne sais pas comment appeler ça, est-ce que c'est gris-gris ou c'est signe d'appartenance à une chefferie traditionnelle? Je pose la question, je suis africain, je sais, c'est pas n'importe qui... Vous parlez du collier. Je ne voulais pas utiliser le mot collier, c'est peut-être l'emblème d'un pouvoir. Donc c'est pourquoi je me suis abstenu à parler des colliers, parce que parler des colliers, c'est décoratif. Oui, mais ça a une signification en effet. Voilà, vous verrez que je porte une tunique, un boubou. Traditionnel. Encore appelé djellabia, qui est un peu une tunique purement africaine, on peut le dire comme ça, qui est portée sur toute l'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et puis, il y a donc ce pendentif qu'il y a autour du cou, qui a une grosse signification, même globalement en Afrique, donc, qui est généralement arboré par des dignitaires de la tradition. C'est selon, hein, parce que les dents de lion qu'il y a dessus, leur nombre diffère. Pour le cas spécifique du Cameroun, selon que vous êtes à l'ouest, ou à l'est, ou au nord, ou au sud. Donc, étant moi-même descendant d'une notabilité traditionnelle dans mon ethnie d'origine qu'est le Bassa, les notabilités traditionnelles chez nous, ça s'appelle les Mbombok. Mais ça, c'est le sommet de la pyramide, mais c'est toute une organisation. Et là-dedans, il y a un poste, et tous ces postes sont par ailleurs héréditaires. Chez nous, c'est le poste de Ngoum, c'est-à-dire, c'est un peu la catégorie des devins et des initiés aux choses compliquées, pour ne pas en dire plus. Et puis, je suis un peu de cette, pas un peu, je suis de cette descendance-là. Et j'ai tenu, et ça colle avec le contenu de l'ouvrage, parce que je parle des communautés. On va y arriver. L'essence des communautés, c'est ça qui nous identifie. Donc j'ai voulu à travers cette photo refléter en réalité le message que je veux porter à l'attention de mes compatriotes. Voilà, avant de rentrer dans les vifs du sujet, dans vraiment la profondeur de ces livres, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Ils sont rares
politiques africains qui écrivent. Vous êtes jeune, vous n'avez pas encore à écrire vos mémoires, mais vous commencez déjà à écrire sur votre pensée politique. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre sur papier vos idées? Alors, je vais être honnête en répondant à cette question. Je suis connu dans l'espace public camerounais, d'abord comme journaliste, chroniqueur, et ayant travaillé pour plusieurs médias, je faisais des chroniques matinales, que ce soit en radio ou en télé, dont j'écrivais beaucoup déjà. Ça, c'est avant d'entrer en politique. Hein, parce que, si vous vous renseignez bien, vous découvrirez que je suis en quelque sorte une révélation médiatique dans mon pays, Cameroun, et même dans une partie de l'Afrique, parce que je faisais les mêmes chroniques dans un média qui a un rayonnement africain, qui s'appelle Vox Africa. Notamment dans l'émission Sans Rancune, j'y faisais des chroniques, ça a duré 3 ou 4 ans. Et notre ami Eric Mindou a fait partie de cette télévision. Exact. Donc, lorsque je décide de rentrer en politique, mes idées, globalement, étaient à peu près connues. C'est un peu comme vous. Je vous ai écouté tout à l'heure. Vous parliez de l'Afrique, de la géopolitique, du comportement des leaders africains. Dans votre posture, vous véhiculez vos idées. Donc, vos fidèles auditeurs finissent à un certain moment à se faire une idée de vos idées à vous. Donc, vous imprimez une empreinte idéologique sur votre travail quotidien. C'était à peu près le cas avec moi. C'est-à-dire que mon positionnement idéologique était à peu près connu dans l'espace public camerounais. Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsque je lance le mouvement 11 millions de citoyens, 11 millions d'inscrits, 11 millions de citoyens, ça va connaître un fort retentissement. Parce qu'il y a déjà un certain nombre de personnes, des milliers de personnes qui habituées à m'écouter ou à me regarder à la télé, s'étaient fait une idée de moi. Et puis un jour, je vais faire une rencontre d'un enseignant d'université. Je peux faire tel son nom, et qui me dit, Monsieur Liby, on vous écoute tout le temps. Mais en fait, vous dites tellement de choses, vous développez tellement de choses, que tout cela s'envole, justement. Et comme visiblement vous êtes intéressé par la politique, et que vous avez été à l'élection présidentielle, ben, Monsieur Liby, consignez vos idées dans un document. Pour que ceux qui les critiquent puissent les critiquer à partir d'un document, pour que ceux qui vous suivent puissent s'imprégner de vos idées, alors mettez-vous à l'écriture, puisque vous êtes habitué à écrire des chroniques. Ben, écrivez un ouvrage. Et c'est comme cela que je me dis, mais tiens, ce monsieur, il a raison, parce que dans notre échange, il a attiré mon attention sur le fonctionnement des grands acteurs africains, c'est-à-dire des grands hommes politiques africains par le passé. Il me disait, mais tous ces gens, ils ont écrit. C'est pour ça que bien qu'ils ne soient plus vivants aujourd'hui, ben, il y a une continuation du port de leurs idées. Il me dit, en Occident, c'est presque évident. On n'imagine même pas en Occident qu'un leader politique d'un certain rayonnement, d'une certaine envergure, n'ait pas déjà produit un ouvrage dans lequel on peut trouver ses idées. Et je me suis dit, mais tiens, il fallait que je le fasse. Et puis, je m'y suis mis avec mes équipes, parce que dire que j'ai écrit, j'aime être honnête jusqu'au bout en disant, j'ai eu une intuition. Et cette intuition, je l'ai posée sur la table, et puis nous nous y sommes mis, entre historiens, anthropologues, sociologues, juristes. Moi, je suis juriste par ailleurs. Et puis, nous avons produit ceci. Quelque chose de pas très développé. C'est vrai, ça a l'air volumineux, mais c'est parce que l'ouvrage est en français et en anglais. Vous en êtes rendu compte, le Cameroun est bilingue. Et puis, on a essayé de le faire dans un style assez digeste pour que le Camerounais puisse capter. Vous commencez les livres par une vision. Semblerait que c'est Dieu qui vous donne cette vision. Vous l'écrivez sans doute en bassa. Et moi, j'ai bien voulu comprendre un peu qu'est-ce que Dieu vous a dit dans cette vision. Vous l'écrivez en bassa. Pour le non-bassa, camerounais ou autre africain, qu'est-ce que cette vision voilà, nous apprend? Ben, vous verrez bien, et ça commence en français. Vous l'avez bien noté. Oui, les titres. Gloire à Dieu, voici la vision qu'il m'a donnée pour notre pays. Et c'est cette phrase-là qui est traduite en plusieurs langues. Le Bassa, le Bamoun, le Douala. Vous avez certainement déjà entendu parler de Douala, c'est la capitale économique du Cameroun.
J'ai des amis Bassa, Douala. Voilà, le Bamoun, c'est un royaume d'ailleurs, hein, en Afrique, à l'ouest du pays. Le Fufulde, c'est la langue, je crois que c'est d'ailleurs la première langue véhiculaire du Cameroun, par le nombre de Camerounais qui la parlent. C'est toute la partie septentrionale du Cameroun. Le Wondo, c'est le centre du Cameroun, d'ailleurs se trouve la capitale, Yaoundé. Enfant, il n'y a pas? Il y a le Tupuri, vous savez, le Cameroun, il a 300 langues, hein, 300 ethnies et langues. Ouais. Il y a le Tupuri, c'est l'extrême nord, le Fefe, c'est à l'ouest, le Mézimé, c'est à l'est, le Bakosi, c'est au sud-ouest, le Lamso, c'est au nord-ouest. Et d'ailleurs, sur l'autre partie du livre, il y a d'autres langues, parce que c'est pas exactement la même. Et ici, vous avez un nouveau, ah oui, c'est le Bamoun, le Foufoudé, c'est la même chose. Mais bon, donc voilà, donc mon idée, c'est celle-là, elle est en français, parce que je considère, en effet, que, vous savez, Dieu, il a plusieurs déclinaisons. Mais moi, je suis fondamentalement croyant, parce que je suis de ceux qui pensent que il y a un être qui nous a créés et qui nous a destinés à faire quelque chose. Et moi, je lui rends grâce parce que la vision que j'exprime là, je considère que c'est une grâce de l'avoir, de recevoir une intuition un matin, de la développer, de l'avoir prendre au corps, de l'avoir intéressé vos compatriotes, les voir y adhérer. Vous vous dites, vous n'êtes pas un être humain supernaturel ou que sais-je encore. Vous vous dites, tout ceci, c'est une œuvre de l'esprit, ça vient de Dieu et il faut lui rendre grâce. Et les ancêtres, les dieux avec un petit D, vous le mettez où? Parce qu'on parle de communautés, des traditions dans votre livre. Ben écoutez, quand je parle de Dieu, pour moi, Dieu, c'est Dieu. Parce que vous vous dites Dieu, grand Dieu, Dieu, petit Dieu. Je l'ai dit pour la compréhension des auditeurs. Non, pour moi, Dieu, c'est Dieu. Parce que si vous parlez de Dieu ici, le commun des mortels va penser, ben, vous parlez de Dieu tel qu'il est présenté par les chrétiens ou par ceux de la judaïté, les juifs ou de l'islam. En fait, les trois religions révélées. Le commun des mortels pensera à ça. C'est pourquoi j'ai voulu faire la différence. Alors, c'est bien de le préciser. Parce que pour moi... J'ai ajouté les ancêtres. Ben oui, mais oui, justement. Parce que Dieu, pour moi, c'est Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux. Et ce Dieu-là s'est révélé aux hommes comme il a voulu le faire. Parce que justement, il est souverain, ce Dieu-là. Et il s'est révélé, c'est lui qui, par définition, et nous sommes d'accord, nous nous accordons tous là-dessus, que c'est ce Dieu qui nous a créés, c'est ce Dieu qui nous a suscités. Et ce Dieu-là s'est révélé aux humains qu'il a créés un peu partout, de la façon qu'il avait choisi de se révéler à eux. Donc, moi je dis toujours, il y a des questions qui ne sont pas des questions de débat. Si quelqu'un vous dit que Dieu s'est révélé à lui au travers d'un arbre, c'est son Dieu. Qui êtes-vous, vous, pour remettre en cause son Dieu et penser que parce que vous, le vôtre, s'est révélé à vous par une bouteille, alors il faut le soumettre, lui, à votre bouteille et que lui, il se détache de son arbre. Et d'ailleurs, c'est des erreurs qui ont été commises il y a longtemps, inoculées dans la pensée civilisatrice. Oui, la fameuse pensée civilisatrice. Oui, mais c'est quoi la pensée civilisatrice? C'est que nous prétendons que c'est nous qui avons la solution, c'est nous qui sommes dans la norme, et que tous les autres sont dans l'erreur. Donc, par la force ou par la négociation, on doit les déconnecter de ce qui fait leur essence, leur identité, pour les soumettre à la nôtre. Et bien, ça a provoqué le dévoiement que nous connaissons et l'aliénation que nous connaissons. Dans la partie africaine, ben, on le sait trop bien. On le sait trop bien. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que l'Afrique, notamment pour revenir à l'Afrique, tant que nous ne saurons pas, parce que Dieu n'est pas fou, Dieu, il n'est pas bête. Dieu s'est révélé aux Africains. Les Africains ont leur code. Ils ont leur essence. Ils ont leur façon de voir les choses. Ils ont leur façon de décoder la nature. Ils ont un paradigme de rapport avec la nature. Et on les a trompés. Mais je crois que tout cela est en train d'être remis en ordre. Mais ce n'était même pas une tromperie en tant que telle. Je crois que la force est passée par là, la Dupéry aussi. On les a déconnectés. Et c'est ce qui fait que toutes les parties du monde qui sont dans une sorte d'aliénation de leur essence, ben, sont soumis aux autres. Ben, c'est aussi simple que ça. Et vous verrez que toutes les parties du monde,
qui sont connectés à leur essence spirituelle, ben, ils sont en réelle concurrence avec les autres. Et l'Afrique a un gros travail. Quand je dis un gros travail, il a déjà été fait. Maintenant, tout est question de diffusion de la pensée et de conviction profonde. Vous étiez candidat aux élections, Oui. un autocrate, un potentat qui est là depuis des années, GIO, qui n'a rien fait pour son pays, qui ne veut pas quitter les pouvoirs. C'est sévère, mais les mots sont bien choisis. Lorsque vous vous portez candidat, c'est peut-être pas cautionner être un député dans un régime pareil, c'est peut-être assurer encore une longévité. Ça ne vous a pas effleuré l'idée de mener autrement le combat qu'est d'être dans la boîte? Ça peut être une bonne chose, hein, être dans la boîte pour dire nous allons les combattre de l'intérieur. Mais on peut aussi se faire prendre parce que des gens comme ça sont tellement habitués à rouler les gens dans la farine, comme disent nos amis ivoiriens. Ou alors, je mène mon combat de l'extérieur jusqu'à ce que ce pouvoir-là s'écroule. Pourquoi vous avez choisi de vous battre à l'intérieur du système? Alors, d'abord, je suis de ceux qui pensent que de tels systèmes, on ne peut pas les battre de l'intérieur. De l'intérieur? Je le dis de façon péremptoire. On ne peut pas les battre de l'intérieur. Et en le disant, je m'inspire de ceux qui nous ont précédés en politique. Vous savez, au Cameroun, il y en a un bon nombre qui, à un moment, ont démissionné du parti au pouvoir, ou du régime, ou du système. Et qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après? Ben, beaucoup d'entre eux, ou certains d'entre eux, ont été immédiatement emprisonnés. Immédiatement. Et sur le fondement de quoi avaient-ils été emprisonnés? Sur le fondement des actes qu'ils ont posés pendant qu'ils étaient à l'intérieur, justement. Ben parce que quand vous êtes à l'intérieur, comme vous dites, ben vous fonctionnez selon les codes de l'intérieur. Donc, s'il y a de la prédation, ben vous êtes dans la prédation. Volontairement, involontairement, passivement, activement, j'en sais rien. Parce que vous pouvez signer un document un matin, ben, croyant l'avoir signé normalement, mais plus tard, on vous rappelle qu'en fait, ce document que vous avez signé, vous auriez dû bien lire, vous auriez dû vérifier, parce qu'en fait, il y avait une anomalie quelque part qui vous rend comptable de, malheureusement, le détournement qu'il y a eu. Que vous ayez que vous ayez fait corps avec cette entreprise de détournement ou pas. Donc, il ne faut pas insulter l'intelligence, comme vous l'avez dit, des autocrates. C'est des gens qui se doutent bien qu'il y en a qui vont essayer de les infiltrer pour ensuite les désagréger de l'intérieur. Donc, dans le cas spécifique du Cameroun, il y en a qui ont pensé que, ok, en devenant ministre, on va pouvoir les imploser de l'intérieur. Ben, ils n'y sont pas parvenus. Il y en a qui ont démissionné à un moment, croyant les avoir suffisamment maîtrisés et qu'une fois qu'ils auraient démissionné, ben, ils les balayeraient comme un fétu de paille. Ils n'y sont pas parvenus. Donc, ça c'est d'abord ma première conviction. Maintenant, à supposer lorsqu'on est élu, parce que quand vous dites être dans la boîte, c'est quoi être dans la boîte? Quand vous le dites comme ça facilement, ça insinue que c'est eux qui choisissent des élus. Non. Non. Je peux encore comprendre que quelqu'un qui est au pouvoir, comme président de la République depuis une éternité, choisisse ses ministres. Il les nomme par décret. Mais lorsqu'on parle des élections locales, municipales, législatives, c'est segmenté par circonscription. Donc, ils essayent aussi de choisir les leurs, mais n'y parviennent pas toujours. Et moi, je voulais démontrer une chose en allant à cette élection. C'est qu'on peut faire échec au système de fraude électorale qui existe au Cameroun. Je ne suis pas le premier. Donc, je suis continuateur ou à la suite d'un certain nombre qui l'ont démontré, mais à une échelle réduite. Vous savez, moi, pour que je devienne député, il a fallu que j'applique quelque chose de simple. Que j'identifie tous les bureaux de vote de ma circonscription. Que je mette 2 personnes par bureau de vote pour surveiller le vote, le jour du vote. Et même ça n'a pas suffi. Parce qu'à un moment, lorsque les résultats sont allés en commission,
ils ont mis en place un dispositif, je préfère ne pas vous donner le montant, pour corrompre mon représentant que j'avais envoyé en commission, pour qu'il accepte là-bas la falsification des procès-verbaux. Mais malheureusement, ça ne pouvait pas marcher parce que la personne que j'avais envoyée en commission était assez intègre. Et en plus, parce que nous avions eu des gens dans tous les bureaux de vote, nous avions l'original des résultats. Donc c'était devenu difficilement falsifiable. Mais ce que je fais là, Abdoulaye Wade l'a fait au Sénégal, à une époque. Donc on n'invente pas là. Et lorsque nous avons lancé, et c'est bien que vous captiez ça, lorsque nous avons lancé le mouvement 11 millions d'inscrits en 2017, c'était quoi le but? Nous avons dit aux Camerounais, ces gens, ils ont mis un tel système de fraude que même le diable lui-même aurait de la peine à les battre. En revanche, il y a une faille. C'est sur le nombre de participants à l'élection. Le Cameroun, suivez bien les stats que je vais vous donner. En 1992, j'avais 12 ans, mais ceux qui, en ce moment-là, étaient plus éveillés nous disent que l'actuel président avait perdu les élections. En 1992, contre un opposant emblématique camerounais qui s'appelle Ni John Foy. Il y avait à cette époque environ 5 millions de votants. Environ. Est-ce que vous savez? Non, environ 5 millions d'inscrits, mais le nombre de votants tournait autour de 3 millions. Est-ce que vous savez que de 1992 à maintenant au Cameroun, disons 2020, il n'y a eu que 500 000 votants de plus. Alors je ne parle pas d'inscrits. 500 000 votants de plus. Ça veut dire que, je n'ai plus les chiffres exacts, si en 92 on avait eu 3 millions de votants, c'est-à-dire des gens qui sont effectivement allés dans l'urne, en 2020 on a eu 3 500 000. Pourtant en 1992 la population camerounaise était autour de 9 millions. Et aujourd'hui elle tourne autour de 25 millions. Donc la population a augmenté d'environ 15 millions. Mais le nombre de personnes qui vont voter a augmenté de 500 000. Et je dis aux Camerounais, c'est ça la faille. Parce que leur système est taillé sur un modèle d'électeurs réduit. Donc il faut que nous affluions vers les urnes, mais ça ne s'arrêtera pas. Si nous sommes nombreux à voter, il faut que nous soyons nombreux à exercer de la vigilance politique, c'est-à-dire à ne pas accepter d'être corrompu pour 1 euro, 2 euros pour voter pour eux, mais également être présent dans les bureaux de vote pour faire barrage à leur machine de fraude qui est en fait à son apogée le jour de l'élection. Revenons à votre pensée. C'est ce que nous avons appliqué pour être élus. Donc, pour répondre finalement à votre question, je vous dirais que nous ne sommes pas allés au Parlement pour les combattre de l'intérieur. Nous sommes allés au Parlement d'abord pour avoir une tribune qui nous permet de diffuser nos idées. Ça, c'est bien, parce que ça donne plus de rayonnement à nos idées. Mais surtout, pour mieux comprendre, juste comprendre comment ils fonctionnent. Parce que la position que nous avons aujourd'hui nous permet simplement de voir, comme vous dites, de l'intérieur, comment est-ce qu'ils fonctionnent, quels sont leurs mécanismes de fonctionnement, pour que nous sachions ajuster nos stratégies et être élus. Vous donne ce privilège. Le Cameroun, vous parlez de fédéralisme communautaire. Nous savons bien tous que le Cameroun, c'est un pays où le poids de la communauté est important. De quelle communauté parlez-vous? De peuple du Cameroun, les Bassa, les Douala et consorts, ou bien des anglophones d'un côté et des francophones de l'autre? Encore que tout cela pourrait être appelé communauté, parce que le mot communauté en français est polysémique. Oui, mais je comprends. Je ne voulais pas utiliser les deux là. Je peux déjà vous dire d'emblée que je ne comprends pas que si vous voulez faire du fédéralisme, intégrer ces deux termes qui, en réalité, sont des termes importés, qui n'ont pas de pignon réel sur lui, dans la rue, même si les gens parlent français ou anglais, ou français et anglais. Mais je vous réponds, justement. D'abord, moi j'ai envie de commencer par le fédéralisme. Parce que ça aussi, ça a fait débat, notamment au Cameroun. Parce que les gens ne voient le fédéralisme que comme un modèle, comme une forme de l'État. Et
forme de l'État, en réalité, c'est très juridique. Parce que forme, au sens constitutionnel, c'est des normes, c'est des institutions qui donnent une forme à l'État. Et nous leur disons, ben attendez, ouvrez juste la réflexion. Le fédéralisme, comme un certain nombre de mots français qui se terminent en isme, renvoie aussi à une doctrine, donc à une philosophie, donc à une idée de l'État. Et que vise cette idée de l'État? C'est créer de la cohésion, donc c'est une idée qui prône un mode d'organisation de l'État qui crée de la cohésion entre des singularismes sur un espace partagé. Alors, nous disons le Cameroun, monsieur, avant d'être francophone et anglophone. Parce que ça, c'est des importations. Là, vous tombez dans le sens de ma question exactement. C'est donc des importations nées en 1922, après que le Cameroun, qui était sous protectorat allemand, soit devenu un butin de guerre entre les Français et les Anglais qui se le sont partagés. Tout à fait. Et alors, qu'étions-nous avant? Ben, nous étions un peuple diversifié, très diversifié. Vous avez souvent entendu dire que le Cameroun est une Afrique en miniature. Je vous disais tout à l'heure, le Cameroun, c'est près de 300 ethnies, 300 langues. Parce que l'élément fondamental de l'ethnie, c'est la langue. Vous savez, au Cameroun, c'est bizarre. Vous pouvez voir deux personnes dont les villages sont distincts de 5 km. Ils ne s'entendent pas. Pas du tout. Donc, nous disons ceci. La philosophie qui peut le mieux gouverner la définition de la forme de l'État camerounais, c'est la doctrine fédéraliste. Mais qu'est-ce qu'il faut donc mettre ensemble? Ce sont donc des communautés. Et qu'est-ce que nous appelons communauté? Ce n'est pas anglophone, francophone, non. C'est l'ensemble d'ethnies affinitaires. Non pas par la langue, mais par leur histoire, par leur anthropologie, par leur sociologie. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez souvent entendu parler, ah tiens, la chanson qui a été jouée tout à l'heure par M. Mewé, il parle beaucoup d'un peuple là-dedans, le peuple Bamileke. Vous en avez certainement entendu parler. Alors le mot Bamileke, contrairement à ce que les gens peuvent penser s'ils ne connaissent pas le Cameroun, ne renvoie pas à une ethnie, ne renvoie pas à une langue. La langue Bamileke n'existe pas au Cameroun. En fait, ce mot ne désigne qu'une communauté. C'est-à-dire un ensemble d'ethnies dont les différents membres ne s'entendent même pas. C'est-à-dire dans la communauté Bamileke, un Bafoussam, par exemple, c'est le chef-lieu de la région de l'Ouest, ne comprend rien de ce que dirait un Banganté ou un Bafang qui est distant juste de 60 ou de 100 km. En revanche, ils ont le même rapport à la tradition, le même rapport à la chefferie, le même rapport aux morts, le même rapport... En fait, ils ont un certain nombre de choses qui, bien au-delà de la langue qui semble les séparer, ou les différencier, ou les distinguer, sont plus forts qui les mettent ensemble. Et nous disons, le Cameroun, et c'est un message que nous passons même à tous les Africains, si nous n'avons pas le courage de sortir des carcans aliénateurs dans lesquels nous avons été placés après nos prétendues indépendances, nous sommes foutus. Et au Cameroun, qui traverse donc une guerre violente, entre anglophones et francophones, deux choses importées, revenons aux sources, revenons à notre identité, c'est le cœur de cet ouvrage. Nous allons prendre une petite pause musicale avant de continuer cet entretien avec Cabral Libi. Merci. Pause. Ok. Ça va? Oh, ça va. Donc je vais passer à la technique. Oh. Ah, elle a achevé. Oui. Elle a d'autres obligations. Je m'occupe de la retransmission à la scène, donc je suis allée préparer le matériel. Ah, ok, à la dédicace. Bah, ok. Ah, c'est son badge là, c'était. Ok, c'est ça. Et putain. Ah, si tu le dis. Il faudra veiller à ne pas aller au-delà de... Déjà, on peut essayer la réponse par rapport parce que la dédicace commence à 14 à la h. religion. Ah, ok. Oh. Donc,
On a encore 15 minutes. 15 jours. Ah, ok. Monsieur Cabral, Oui. mais c'est pour vous, en fait, pour que vous soyez ça à l'heure. Oui, 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 pas de souci. Voilà. Ah, sur le... Oui, 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 oui. C'est à vous le badge, c'est tellement. Non, Mais c'est plutôt Roger qui est dessus. Ouais. Moi, j'ai peur de faire le direct parce que petit milieu après le Ok. Nous avons la Sambouana qui fait un honneur ici au Cameroun. Nous accueillons M. Cabral Libi qui nous présente son livre « Le fédéralisme communautaire ». Alors, M. Cabral, le fédéralisme que vous proposez au modèle camerounais, est-ce que vous essayez de, je ne dirais pas copier, mais quand même de vous référer, parce que dans les livres, je vois quelques références, donc au fédéralisme de pays comme, je ne sais pas, les États-Unis, comme la Belgique ou d'autres pays, où vous voulez vraiment venir avec une idée originelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en vous appuyant sur les communautés locales avant de vous appuyer sur ce qui nous vient de la fameuse idée civilisatrice. Notre idée, effectivement, c'est de venir avec quelque chose de révolutionnaire. Parce que, justement, dans le cas spécifique du Cameroun, il y a eu certes un fédéralisme, il ne faut pas l'oublier. Le Cameroun a été un État fédéral de 1961 à 1972, mais c'était un fédéralisme de deux blocs. Donc, survenu lors de l'accord qui a été conclu à Fumban, c'est ça? Accord de Fumban, en effet, entre les anglophones et les francophones. Et puis, là, il y a eu un référendum en 1972, le Cameroun est revenu sur le modèle unitaire. Donc, nous, vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, avant qu'on aille à la pause, le Cameroun traverse une crise grave. Hein. C'est une guerre qui provoque un amoncellement. Que nous continuez plutôt à nous proposer vos idées sur le fédéralisme. Nous allons sortir de cette émission par la situation actuelle du Cameroun. Ben justement, c'est de là. Si je fais allusion, ce n'est pas pour m'y appesantir, mais c'est pour vous dire que la guerre actuelle est une crise de l'État. Donc, l'idée que nous proposons dans cet ouvrage est déjà une solution à la crise de l'État. Et nous disons, saisissons l'opportunité que nous offre, opportunité entre guillemets, que nous offre cette guerre pour proposer une solution qui va non seulement arrêter la guerre, mais anticiper sur toute autre forme de guerre qui pourrait y arriver. Donc, ayons le courage de remettre en cause ce qui nous a été imposé depuis l'indépendance. Donc, écrivons le contrat social. Parce que, et nous le disons dans l'ouvrage, le problème des pays comme le Cameroun et beaucoup d'autres pays en Afrique, c'est que lorsque nous arrivons à l'indépendance, nous ne nous sommes pas, nous, Camerounais, Africains, concertés pour entrer dans l'indépendance. Parce que l'indépendance donnait naissance à un État au sens du droit international. Donc, nous ne nous sommes pas concertés pour définir notre État, l'assise de notre État. Un peu comme dirait, je ne sais pas trop, Jean-Jacques Rousseau, qui parle du contrat social. Donc, on n'a pas eu la possibilité de discuter notre contrat social. Et nous, nous en proposons un pour le Cameroun. Et nous disons, qui sommes-nous? Arrêtons-nous. Et nous-mêmes dessinons les contours de l'État que nous voulons. Pour que l'État cesse d'être une importation, que l'État cesse d'être subi, mais que l'État soit le produit de la volonté des Camerounais. Et nous sommes quoi au Cameroun? Nous sommes des communautés. Nous avons une auditeur en ligne voilà, qui voudrait peut-être vous poser une question. Monsieur, oui. Madame, bonjour, nous vous écoutons. Oui, bonjour.
Merci. Oui. Mhm. Oui, le son est bas parce que c'est un auditeur. Donc, on ne peut pas avoir le son. C'est pas un problème de son. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Libye. Je ne rajoute rien. La question, les questions étaient limpides. À vous de répondre. Alors, deux questions. Est-ce que je suis conscient d'incarner l'espérance d'une Afrique neuve et imminente? La deuxième, c'était est-ce que je vais demeurer comme je suis? Et notamment, il a insisté sur l'humilité. Ben, la réponse à ces deux questions, c'est oui. Je suis bien conscient que je fais partie, j'ai la grâce d'être de cette génération d'Africains qui essayent, à la suite de leurs illustres prédécesseurs, d'imprimer la marque d'une Afrique éveillée, d'une Afrique qui s'assume, d'une Afrique qui s'émancipe, d'une Afrique qui a le courage de s'assumer. Et je pense qu'il faut effectivement être humble, être à l'écoute des autres pour pouvoir porter une telle espérance. Donc, merci beaucoup pour ces paroles encourageantes que j'ai suivies de cet auditeur. Donc, pour revenir à votre question, donc, c'est cela. Nous voulons avoir le courage de dire, nous sommes des communautés au Cameroun et acceptons que notre État fédère ces communautés en mettant donc en œuvre ce que nous appelons dans l'ouvrage deux choses. L'intégration nationale, puis la décentralisation aboutie. Et si vous permettez, je vais expliquer rapidement ces deux choses. Enfin, que je me doute bien que vous connaissez déjà. D'abord, l'intégration. S'intégrer, c'est quoi? S'intégrer, c'est faire l'effort d'être accepté. Vous avez certainement des origines africaines et vous êtes en Belgique. Lorsque vous venez en Belgique, vous posez un certain nombre d'actes qui vont faciliter votre implantation en Belgique. Le processus par lequel vous essayez de vous adapter, ça s'appelle l'intégration. Donc, quand on parle d'intégration nationale, c'est donc une mutualisation de ce processus. Ça veut dire, moi je suis du Nord, vous êtes du Sud, je fais l'effort de m'intégrer au Nord et celui qui est au Sud fait l'effort de s'intégrer. Celui qui est au nord fait l'effort de s'intégrer au sud. L'intégration n'est pas géographique. L'intégration est humaine. C'est qu'en ce moment-là, je fais l'effort de connaître mon frère. Je fais l'effort de connaître celui avec qui je partage un espace. Oui, tout à fait. Pour vous laisser sur ces premiers points, quel outil mettez-vous en place pour que cette intégration ait lieu? Pour que vraiment tout le peuple camerounais puisse faire cet effort de s'intégrer. Quel outil vous mettez concrètement? Parce qu'il faut deux outils pour permettre à cette population de s'intégrer. D'abord, nous disons dans l'ouvrage que l'instrument principal, c'est l'État. Mais là, ça reste vague. Oui. Parlons même de l'outil, ce que nous appelons donc la décentralisation aboutie. La décentralisation aboutie, c'est la deuxième chose que je voulais expliquer, c'est ceci. L'État a trois composantes. Pour ceux qui ont fait des études de droit, ils en ont entendu parler. Un pouvoir central, un territoire et une population. Le modèle hérité
post-colonial, si vous voulez, le fameux modèle de décentralisation que nous vivons en Afrique, c'est un modèle qui a décentralisé le territoire. Je vous ai parlé de 3 éléments de l'État tout à l'heure. C'est un modèle qui a décentralisé le territoire et vous avez aujourd'hui des démembrements de l'État partout. C'est un modèle qui a décentralisé le pouvoir, déconcentré le pouvoir. Et vous avez la plupart du temps des représentants du pouvoir central un peu partout. Chez nous, on parle de sous-préfet, de préfet, de gouverneur, tout ce que vous voulez. Et puis le 3e élément est donc la décentralisation de la gouvernance, qui doit donc aller au niveau local, et c'est ça qui se fait au travers des communes. Sauf que dans la plupart de nos pays, c'est un trompe-l'œil, c'est un miroir aux alouettes. C'est-à-dire que autant il y a une bonne décentralisation territoriale au sens de la déconcentration du pouvoir central, avec de bons représentants du tenancier du pouvoir central, autant on a biaisé, affaibli, ruiné la décentralisation des peuples, c'est-à-dire des humains. Et c'est pour cela qu'il faut... de ma question. Mais c'est ça, je suis au cœur de votre question. Ça veut dire que, première chose, il faut que nous soyons dans un pays où nous reconnaissons les identités. Nous décentralisons le pouvoir vers ces identités. C'est pour ça que nous disons dans l'ouvrage que au Cameroun, la circonscription cessera d'être seulement administrative. Elle va aussi être une circonscription de notre identité. Et en cela, d'ailleurs, on n'invente pas la roue. Je vous rappelle que quand vous dites Douala, par exemple, ce que vous ne savez pas si vous êtes étranger, c'est que Douala, c'est le nom d'une ethnie. Tout à fait. Mais il y en a comme ça partout au Cameroun, Bafia, Bafang et tout ce que vous voulez. Et au niveau des départements, pour revenir au cas du Cameroun, les départements sont d'un découpage plutôt sociologique et anthropologique. La plupart du temps, vous verrez que dans les départements au Cameroun, Nyon-Ekele, Nyon-Eso, Mofouakono, il y a 2 ou 3 ethnies, mais qui sont affinitaires et qui forment une communauté. C'est au niveau de la région qu'on a absolument tout foiré. Ils ont fait un découpage, comme diraient les politologues, du gerrymandering, avec une sorte de découpage à des fins strictement politiques, c'est-à-dire diviser pour mieux régner. Ça n'a ni tête ni queue, on ne comprend aucun sens. D'ailleurs, d'un président à un autre, on passe de 8 à 10. Et nous, nous disons donc que balayons ces régions, qui n'ont ni tête ni queue, d'ailleurs, qui portent le nom de centre, sud, est, ouest, c'est des points cardinaux, on s'en fout. Restons donc avec les départements qui existent, qui, eux, sont de vraies circonscriptions de nos identités. Et comme on en a 58 au Cameroun, on n'est pas obligé de rester avec le modèle, avec 58. On agglomère des départements qui sont affinitaires pour former donc des blocs régionaux auxquels nous transférons véritablement le pouvoir par l'éducation. Mais en cela donc, et vous avez fait allusion tout à l'heure à la Belgique et à l'Espagne, oui, non, décentralisation, parce que l'éducation, l'outil principal, c'est la décentralisation. Et j'ai envie de vous dire que l'éducation rentre donc dans ces sous-outils-là, peut être considéré comme un sous-outil. Parce que l'éducation, je vous l'accorde quand même. Parce que l'éducation va nous enseigner à nous connaître. Là, nous sommes d'accord. Vous savez, comme outil, pour moi, vous savez, il est fondamental. Comment je peux dire ça? Le Cameroun a 300 ethnies, je viens de vous le dire. Enfin, on n'est même pas d'accord sur le nombre, mais allons-y. Il n'y a pas aujourd'hui au Cameroun, moi j'ai fait mon cursus, il n'y a pas une matière intitulée connaissance des traditions nationales. Simplement. C'est-à-dire, on peut penser une matière apprise dès le bas âge. Connaissance de nos traditions. C'est-à-dire que tout au long de votre cursus scolaire, on vous apprendrait que si vous êtes Douala, vous êtes dans un pays où il y a aussi des Bakossi, des Bamoun, des Bassa et tout ce que vous voulez, tout au moins les blocs régionaux, et que ces gens, voici ce qui les identifie, voici ce qui les singularise, voici ce qui fait leur force. Et en ce moment-là, donc, on vous apprendrait à intégrer que bien qu'ils soient différents, c'est leur différence qui, conjuguée à la vôtre, fait la richesse de votre pays. Parce que, en fait, un pays comme le Cameroun, mais c'est ça qui crée l'identité nationale. Parce que l'identité d'un Camerounais, c'est une identité plurielle. Un Camerounais n'a de sens que s'il est l'incarnation de la pluralité qui identifie le peuple dont il porte, le pays dont il porte la nationalité. Donc l'éducation est quelque chose de fondamental. Vous parlez, je vous ai peut-être interrompu en un mot parce que le temps voilà, avance vite. Terminer
ce que vous voulez dire, je vais vous poser... Non, mais de toute façon, je pourrais vous donner d'autres instruments, mais qui sont en réalité des sous-instruments qui sont bien définis dans l'ouvrage. L'éducation, la justice, par exemple, parce que c'est quelque chose de très important. Radio libre. Oui, mais s'il y a une chose sur laquelle je voulais insister par-dessus tout, c'est la prise en compte, quand vous avez dit identité, de ce qui fait le ferment de cette identité. Figurez-vous que nous venons de faire face au coronavirus en Afrique. Et il est établi dans le monde entier que c'est une partie du monde qui a été épargnée. Mais grâce à quoi? À notre connaissance de la pharmacopée. Moi, je viens d'une partie du pays où ma maman m'a envoyé des potions en bouteille, en glacière, que j'ai bu tout au long de la pandémie. Et je ne suis jamais tombé malade. Et c'était le cas un peu partout. Ça veut dire que le jour où nous acceptons d'assumer notre identité, nous trouverons en elle, imaginez donc ces blocs régionaux, et on mettrait donc en œuvre la mise en relief de ce qui fait leur force, pour l'économie, pour la santé, pour ceci et pour cela, qu'on conjuguerait donc pour faire du Cameroun une puissante nation. Nous avons un auditeur, c'est le dernier que nous prenons, ou une auditrice, mais c'est un auditeur. Monsieur, madame, c'est monsieur, j'ai bien entendu la voix. Nous vous écoutons, monsieur Cabral Libi est là pour répondre à votre question, mais essayez d'être vraiment bref, parce que le temps nous reste entre, nous avons combien, 5 minutes encore. Il faut vraiment aller dans le vif du sujet. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Il en parle aussi un tout petit peu dans les livres, oui, tout à fait. Le problème de tribalisme. Hein, ouais. Oui, il n'y a pas le son parce que c'est un auditeur qui est en train de poser la question dans les casques. Le son revient quand le président prend la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La question rejoint la vôtre, celle des outils. C'est celle des outils parce qu'on sent bien les craintes qui sont celles des uns et des autres. Et je remercie l'auditeur parce que j'ai envie de dire que lui-même, par la façon avec laquelle il a problématisé sa question, je cerne même mieux la source des craintes. C'est-à-dire que selon que le modèle, c'est plusieurs souverainetés qui fédèrent et une souveraineté qui se réorganise, souvent l'impact est différent. Mais j'ai juste envie de dire que sur cette question, nous n'inventons pas non plus la roue. Voyez-vous, depuis que je suis en Belgique ici, j'ai tenu d'ailleurs à venir en Belgique ici pour rencontrer des autorités fédérales belges. Parce que j'ai rencontré M. Suarez, l'honorable Suarez, qui est député
écolo de la fédération Wallonie-Bruxelles. J'ai rencontré M. André Flao, qui est député fédéral. Et avec chacun d'entre eux, j'ai eu de longs échanges. Parce que je voulais comprendre, et d'ailleurs des échanges qui se situent après ceux que j'ai eu avec l'ambassadeur de Belgique au Cameroun, et même celui d'Espagne. Parce que je dis oui, mais attends, comment ça fait pour marcher ailleurs? Et après ces échanges avec les Belges, on arrive tous à la conclusion que le fédéralisme belge, c'est un fédéralisme communautaire. Les Wallons, c'est une communauté. Les 3 peuples, pas 300. Oui, bien sûr, mais on est d'accord. Alors, le fédéralisme espagnol, c'est 17. C'est 17. Les 17 régions espagnoles sont des peuples différents. Et les Catalans veulent s'en retirer. Oui, mais les Catalans, c'est 1 sur 17. Donc, on ne va pas non plus considérer... Ok, d'accord, 1 sur 3. Il se trouvera toujours, mais c'est ça le sens du questionnement, de la question de monsieur, il se trouvera toujours des gens qui, minoritaires au départ, peuvent penser qu'il faut se détacher des autres. Mais, à la vérité, pour le cas belge, ça s'est plutôt inversé. Parce que lorsque M. Flao m'a bien expliqué l'histoire belge, au départ, c'est les Flamands qui étaient pour la fédération. Mais peut-être après, ils se sont rendus compte que peut-être ils sont un peu plus riches, enfin, j'en sais rien. Il faut peut-être qu'on se détache des autres, parce que nous sommes un peu ceux-là qui nourrissent les autres. Donc il y aura toujours quelques irrédentismes comme ceux-là. Mais si l'éducation dont nous avons parlé tout à l'heure à éduquer les peuples. Je ne parle pas seulement de l'éducation livresque, au sens strict du terme, connaître beaucoup de livres et entasser des diplômes. En fait, c'est apprendre à un peuple, apprendre à comprendre les enjeux du vivre ensemble. C'est-à-dire que, vous savez, c'est souvent comme une sorte, entre guillemets, de malédiction. C'est-à-dire que vous avez de l'or entre les mains. Votre diversité devrait être en réalité le ferment de votre puissance. Si tant est que vous prenez conscience de cela et que vous sachiez trouver une articulation de cohésion dans cela. Et c'est pour ça que les Africains ont ce problème, parce que nous, on n'a jamais eu le temps d'écrire notre contrat social. Ceux qui nous ont colonisés et qui nous ont amenés à l'indépendance se sont rendus compte que nous portions justement le secret de notre puissance, c'est-à-dire notre diversité. Mais ils l'ont inversé. C'est-à-dire ils ont creusé les cloisons entre les entités différentes, justement. Et on a fait que dans un pays comme le Cameroun, le Bassa regarde donc le Bamileke en chien de faïence, les Wondo soupçonnent le tout pourri de ci ou de ça. C'est de revenir à ce que Moussa Konaté appelle... Ah oui, l'Afrique maudite. C'est un livre... Son ouvrage, mais que je cite. Non, mais je le cite dans l'ouvrage. L'Afrique noire est-elle maudite? Parce que c'est justement pour ça que Moussa Konaté, le Malien, voilà, non, pose la question. Notre fédéralisme est harmonieux. Mais voilà, il dit, oh, et je le cite dans l'ouvrage, il y a un fragment, mais c'est très important, il y a un fragment. Les mots de la fin, monsieur, bon, parce que le temps nous est compté, vous êtes attendu quelque part. Oui, c'est vrai, il faut aller à la cérémonie de dédicace. Voilà, vous devez aller dédicacer les livres. Je vous laisse les mots de la fin. Nous aurons d'autres occasions. C'est vrai que je le voyais lui aussi, qui vous sait pas trop. Pour nous rencontrer et reparler encore de vos idées politiques, là, il n'y a pas de souci. La radio est là. Alors, donc, je vous laisse les mots de la fin. Je voulais juste, pour le mot de la fin, dire que moi, je suis heureux de partager cette idée. Je suis d'autant plus heureux que l'idée provoque la discussion. Et je finirai par quelque chose de simple encore, qui nous renverra à notre identité. Je me suis rendu compte que la plupart des pays prospères en Occident étaient des monarchies. Des monarchies. La Belgique où nous nous trouvons, les Pays-Bas qui sont à côté, le Danemark, la Suède, l'Angleterre, le Portugal, tout ce que vous voulez. Mais curieusement, dans le modèle démocratique qui nous a été vendu en Afrique, on nous a enseigné que la monarchie était la chose la plus grave. Et nous nous disons, il n'est même pas tant question de revenir aux monarchies. Ça ne m'intéresse même pas. Et nous le disons très clairement. Mais nous disons qu'il y a un enseignement à tirer là-dedans. Parce que si les nations occidentales ont préservé dans bien des cas la monarchie, ils l'ont démocratisée et ont fait du roi, dans bien des cas, une autorité morale qui est gardienne des valeurs. Et vous vous rendrez compte qu'en Afrique, la plupart des peuples réputés puissants au sein des États sont des peuples au sein desquels la monarchie a su se préserver, où le roi, le chef, est le gardien des valeurs, de l'identité.
Et dans un pays comme le Cameroun, vous vous rendrez compte que les peuples, les communautés les plus puissantes, sont des communautés qui ont su conserver cela. Est-ce que ce n'est pas une question qui devrait être posée sur la table des grandes réflexions universitaires d'ordre constitutionnel sur le cas spécifique de l'Afrique? Voilà, merci beaucoup à vous, M. Cabral Libi. Les antennes de Radio Libre sont là. Si vous avez envie de repasser, si nous... Écoutez, ce sera avec plaisir. Nous ne manquerons pas. Merci à vous. Ça me permet d'échanger avec les frères africains. Le fédéralisme communautaire, un livre écrit par M. Cabral Libi, député camerounais en séjour ici en Belgique. Merci à vous. Ciao. Allez.